Et on va justement décrypter les enjeux de cette présidentielle en Roumanie avec nos trois invités. Bonsoir Jacques Rupnik. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue spécialiste de l'Europe centrale, professeur émérite à Sciences Po. Nous sommes en direct de Bucarest avec Elena Calistrou. Bonsoir, vous êtes une figure de la société civile roumaine. Vous présidez l'association Funky Citizens, une association dédiée aux questions de transparence et de corruption. Et nous sommes également avec Félix Baranger, consultant en intelligence économique, spécialiste de l'information et des stratégies d'influence. Je précise que vous avez participé à la création de l'Observatoire de l'information et des stratégies d'influence de l'IRIS. Alors c'est une élection qui sera suivie à la fois, dit-on, par les Européens, les Américains, les Russes. Jacques Rupnik, d'abord, pourquoi cette présidentielle en Roumanie est-elle si importante ? Elle est très importante parce que la Roumanie est un pays important, à la frontière avec l'Ukraine, et il y a une guerre en Ukraine. Et il y a, bien entendu, toute la question de l'annulation de la première élection. Il y a eu une élection au mois de novembre qui a été annulée entre les deux tours. Et bien entendu, ça donne à cette élection-là un enjeu particulier. Est-ce que l'élimination du candidat Georgescu élimine le problème, efface le problème, ou au contraire, est-ce que ça mobilise ses électeurs en faveur d'un substitut? Enfin, on reviendra peut-être là-dessus. C'est précisément ce dont on va discuter ce soir. Elena Calistrou, à Bucarest, je me tourne vers vous. On peut lire dans la presse aujourd'hui que ce premier tour de la présidentielle, il se tient dans un contexte tendu, dans une ambiance de suspicion. Vous qui êtes sur place, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Quelle est l'atmosphère de cette journée de vote ? Oui, la participation a pris un rythme intéressant. À 19 heures, on est à 42 participations dans le pays. C'est un peu moins qu'en 24. Mais dans le diaspora, c'est très intéressant. Les Roumains à l'étranger restaient très mobilisés, plus qu'en novembre. Et c'est comme s'ils envoyaient un message fort au pays. Et je parlais avec nos observateurs aussi, ils sont dans le bureau de vote, et ils rapportaient que beaucoup de gens refusaient de dire pour qui ils ont voté. Et c'est souvent un signe de vote protestataire. Et je crois que cette élection, c'est un fait vraiment unique. Et les gens sont à la fois fatigués de la politique et très une lassitude finalement par rapport à la classe politique. On va justement à ce sujet écouter les témoignages de deux électeurs roumains. Je vote pour le changement, contre ceux qui m'ont menti, ceux qui ont volé, ceux qui ont endetté le pays. J'ai l'envie d'un changement. J'ai essayé, j'ai voté la première fois, mais ça n'a rien donné. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Espérons que cette fois-ci quelque chose se passera. J'ai essayé. Voilà pour ces témoignages d'électeurs. Félix Baranger, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'il est important de revenir sur, et Jacques Rupnik a commencé à le faire, sur le contexte dans lequel se déroule cette élection invalidée puis organisée pour la deuxième fois. C'est inédit en Europe. Très concrètement, est-ce que la justice roumaine a réussi à prouver qu'il y avait eu une ingérence russe lors de cette première élection, celle qui a été invalidée ? Alors c'est toute la question, effectivement, pour rappeler le contexte, en novembre et décembre dernier, l'élection a été annulée. Elle a été annulée non pas par irrégularité dans les urnes, mais bien par les dynamiques qu'il y a eu sur les espaces numériques. Donc c'est super important de le souligner, puisque c'est vraiment là où les enquêtes se sont dirigées. Les enquêtes des services roumains, mais également des services français, on a vu Viginum enquêter, ont bien déterminé des modes opératoires qui s'apparentent à ce que peuvent faire les entités russes. Néanmoins, et Viginum d'ailleurs le signale très bien dans son rapport par la suite, c'est compliqué de caractériser, mais comme toute attaque d'ailleurs dans le cyber, directement les Russes. Quelques preuves sont sorties ces derniers jours sur des usines à trolls qui auraient été utilisées en Turquie, financées par des fonds russes. Mais il faut garder beaucoup de prudence sur ces éléments-là d'attribution.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu des manipulations via des bots de diverses origines. Viginum le documente très bien, le média d'investigation roumain Snoop le documente très bien également. Mais ça montre aussi que ces campagnes, déjà, il faut bien les nommer, de désinformation, pas vraiment. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la désinformation quand on utilise des bots et qu'on n'a pas forcément de mauvaises informations qui sont sciemment diffusées? On est plutôt sur une campagne d'influence, d'ingérence étrangère peut-être, il faut le caractériser. Mais en tout cas, la définition des termes est très importante pour traiter le problème à son origine et ne pas se tromper sur les constats qu'on fait. Alors justement, cette décision d'invalider le premier tour de cette présidentielle par la Cour constitutionnelle, elle a été très critiquée, Jacques Rupnik, y compris au sein de l'Union européenne. Ça a provoqué, on le sait, un séisme politique en Roumanie. Est-ce que ça a contribué à alimenter en Roumanie la défiance vis-à-vis de la classe politique traditionnelle? Est-ce que ça a participé à cette montée de la vague anti-système à laquelle on assiste aujourd'hui? Bon, la vague anti-système, elle existait. Călin Georgescu, il représentait déjà cette vague. C'est pour ça qu'il est arrivé premier au premier tour de l'élection, qui a été invalidé. Alors, c'est vrai que l'annulation du deuxième tour renforce la méfiance dans les institutions. Parce que quand même, il faut rappeler ce qui s'est passé, même brièvement. Il y a une élection. Pendant une semaine, le Conseil constitutionnel examine les résultats. Il valide les résultats au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine encore, à la veille du deuxième tour, le même Conseil constitutionnel dit « Nous sommes en possession d'un document qui nous a été remis par les services de renseignement qui montre qu'il y a une ingérence étrangère par les réseaux sociaux, etc. Et donc nous invalidons le second tour. » Donc, si vous voulez, ça, c'est fait pour créer la méfiance. Oui, vous le dites, oui, sur TikTok, il y a eu de l'ingérence étrangère. C'est tout à fait possible. Ingérence russe? Probablement. Enfin, je veux dire, je n'en sais rien. Mais si on annule une élection parce qu'une ingérence sur TikTok, il faudra annuler beaucoup d'élections. Mais ce que je veux dire, ça renforce la méfiance. Ça, c'est important. Ça renforce la méfiance. Et ça se traduit aujourd'hui dans les sondages, puisque même si Călin Georgescu, donc vainqueur de ce premier tour annulé de la première présidentielle, même si lui, il a été évincé de la course, eh bien, c'est une autre figure d'extrême droite qui est donnée favorite dans les sondages. Les sondages qui prédisent donc la victoire de George Simion. Elena Calistrou, je me tourne vers vous, une victoire de l'extrême droite en Roumanie à une présidentielle, ça serait un tournant politique majeur dans l'histoire de votre pays? Oui, parce que je crois que nous avons fait des efforts d'être partie de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Et oui, c'est une situation grave. Et pour ça, la tension, c'est très visible d'après tout. C'est visible sur les rues de Roumanie, c'est visible sur les réseaux sociaux et même dans les familles parce que oui, on peut parler de cette vague qui est anti-système, mais on peut parler aussi que pour autres citoyens de la Roumanie, c'est la peur qui domine. Et ils voyaient que la Roumanie est à ce carrefour, continuer le chemin européen ou prendre ce virage nationaliste. Et ces gens-là, votant non par l'amour pour un candidat, mais par crainte des autres. Et c'est ça c'est la division dans la société roumaine. Et la fracture, maintenant, effectivement, politique qui se creuse. Félix Baranger, comment être sûr que finalement la même situation ne se reproduise pas lors de ce second scrutin, de cette seconde présidentielle? Est-ce que des mesures particulières ont été prises par les autorités roumaines pour éviter ces opérations d'influence, de déstabilisation politique via les réseaux sociaux comme TikTok? En réalité, c'est très très compliqué comme sujet à aborder puisque je pense que le sujet de fond est bien plus large
que cette élection roumaine, même si elle est effectivement représentative et comme vous l'avez dit plusieurs fois, un tournant. Ce sont en fait des faits qui risquent de se reproduire dans d'autres élections. Et comme vous l'avez également dit, ce ne sont pas des faits qui sont uniques pour cette élection. Ça a déjà apparu. C'est déjà apparu dans plusieurs élections. Aujourd'hui, nous avons les outils numériques qui permettent des diffusions qui sont massives, avec des modes opératoires qui sont désormais rodés. On l'avait vu également pendant la campagne d'Éric Zemmour sur la présidentielle 2022 en France, avec des études qui ont été menées depuis. En réalité, on est vraiment à un tournant et on peut questionner d'ailleurs le rôle des outils numériques, puisqu'on a des réseaux sociaux qui sont parfois qualifiés, alors j'ai lu la presse ces derniers jours, qui sont presque des acteurs. C'est la désinformation grâce à TikTok ou les élections roumaines qui virent à l'extrême droite grâce à TikTok ou à cause de TikTok. En tout cas, TikTok n'est pas le seul dans l'affaire à être impliqué. On a aussi pas le seul responsable. Exactement, les créateurs de contenu, les publicitaires également. On a tout un tas d'acteurs qui utilisent ces outils-là. Et c'est vraiment le sujet de fond en fait qu'il faut traiter plutôt que la question d'influence étrangère qui utilise ces vecteurs-là. Jacques Rupnik, si l'extrême droite roumaine remporte effectivement cette présidentielle, on imagine que c'est un basculement qui profitera plutôt à la Russie, à Moscou, puisqu'on parle d'une extrême droite pro-russe, proche des positions de Moscou, et notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Ce basculement politique, quelles conséquences est-ce qu'il pourrait avoir sur l'Union européenne et sur l'OTAN? Oui, ce sera un basculement assez grave. Encore faut qualifier quand même. Le système constitutionnel roumain donne des pouvoirs au président en politique étrangère, mais fondamentalement, l'essentiel des pouvoirs reste aux mains du gouvernement. Donc, il y aurait, s'il était au deuxième tour, parce que nous sommes au premier tour. Il y aura un second tour. Le 18 mai, il y a un second tour. Il ne faut pas déjà considérer que... Mais il faut envisager l'hypothèse. Et bien entendu, donc ça signifierait qu'en politique étrangère, la voix de la Roumanie, disons, serait peu audible. Parce que d'un côté, on aurait un gouvernement pro-européen, mais un président qui quand même compare l'Union soviétique à l'Union européenne. De même qu'il dit qu'il ne veut pas sortir de l'OTAN, mais qui veut que ce soit sous un leadership américain, celui de M. Trump. Vous voyez quel genre d'attitude a M. Trump à l'égard de l'Union européenne. Alors justement, un mot sur le second tour, puisque vous en parlez et que malheureusement le temps file. Ce second tour, je le disais, il est prévu le 18 mai. Les analystes les plus optimistes considèrent que n'importe quel des trois candidats pro-européens qui aujourd'hui sortent du lot, qui se qualifieraient au second tour, battrait dans tous les cas Georges Simion. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas oublier aussi le poids de la diaspora roumaine. Je crois qu'on parle d'au moins 4 millions d'électeurs qui sont plutôt en Europe occidentale. Oui. Et qui représente aussi une force politique peut-être pro-européenne dans ce scrutin. Voilà, alors c'est ce qui s'est passé aux élections présidentielles il y a une dizaine d'années, quand c'était M. Klaus Iohannis qui a gagné au second tour de justesse grâce au vote de la diaspora. Parce que la diaspora, c'est des Roumains qui vivent à l'étranger, qui vivent en Europe et qui veulent que leur pays reste attaché et membre de l'Europe. Et donc, voilà, il y a, je crois, cet enjeu-là entre un courant nationaliste fort, parce que Simion représente ce courant nationaliste, il se réfère même au nationalisme d'avant-guerre, à l'extrême droite nationaliste. Il a mentionné la garde de fer, des choses comme ça. Donc, le nationalisme, populisme, tourné, disons, indulgent vis-à-vis de la Russie, il dit faut arrêter le soutien à l'Ukraine parce qu'il maltraite la minorité roumaine. Et de l'autre côté, l'orientation européenne qui sans doute devrait prévaloir au second tour, que ce soit un candidat de centre-gauche ou de centre-droit. Cette coalition, elle tiendra parce qu'il y aura justement ce danger, en quelque sorte, du nationalisme qui menacerait la place de la Roumanie en Europe. Oui. En Europe, et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour ce grand décryptage des enjeux de la présidentielle en Roumanie. Merci d'être venus sur TV5 Monde.